Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour aborder la question suivante. Quelle technologie pour faire face au réchauffement climatique? Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Aude Agenis-Nevers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet agrivoltaïque donc chez Enoé. À vos côtés, Christian Huyghe. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, directeur scientifique agriculture de l'INRAE. À ma gauche, Christian Davico. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Omrea. On parle beaucoup de votre entreprise dans les médias. Et André Delpech, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes éleveur élu à la FNO et vous nous venez tout droit de quel département? Bon, très bien. Alors, la première question peut-être pour vous, Christian. Quelles sont aujourd'hui les énergies renouvelables les plus performantes? Est-ce qu'il y a un benchmark à faire? Des énergies renouvelables, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'elles sont réellement renouvelables? En fait, les énergies vraiment renouvelables sont celles qui reposent sur le solaire. Le soleil, il y a à peu près 4 milliards d'années devant nous, donc on devrait s'en sortir. Et en fait, il y a différentes voies pour utiliser cette énergie. C'est toutes celles qui vont reposer sur la photosynthèse, donc reposant sur la biomasse, et celles qui vont reposer sur des processus physiques, et les processus physiques qui sont liés en général au rayonnement. Et donc on va retrouver comme énergie renouvelable celles qui sont basées sur l'utilisation de la biomasse, de la méthanisation par exemple, celles qui sont basées sur l'éolien, et donc l'électricité, la pluviométrie, enfin l'eau, et donc l'hydraulique, et puis le photovoltaïque. Et en fait, plus on est sur des processus de transformation simples, plus c'est efficace. Donc quand vous avez du photovoltaïque, vous avez une conversion directe des photons incidents en électrons, c'est très efficace. Quand vous passez par la biomasse, l'efficacité de la photosynthèse, elle est assez faible. C'est pas ce qu'on a demandé à la photosynthèse. On lui a demandé de passer à travers 1 milliard d'années d'évolution, ce qu'elle a fait. Et elle a un rendement qui est plus bas. Donc vous avez en gros un gradient. Les moins efficaces sont ceux qui reposent sur la biomasse. Les plus efficaces sont ceux qui reposent sur l'électrique. Et les autres sont au milieu. Et vous avez tout à fait, par contre, dans l'autre sens, la capacité à stocker. Il y a un défi. Là où vous reposez sur la biomasse, vous avez une capacité de stockage forte. Et là où vous avez de l'électricité, il y a une question aujourd'hui sur le stockage de l'électricité. Et si vous voulez donner un gradient de comparaison en énergie brute disponible, vous avez, si vous faites comparaison que vous allez apprécier, Jean-Paul, de l'alcool à partir de la betterave, ce que vous pouvez produire comme énergie à partir de l'alcool de betterave, produit à partir de 1000 hectares de betterave, il vous faut 54 hectares de panneaux photovoltaïques. Mais c'est uniquement un problème d'efficience de la photosynthèse versus le processus qui transforme des photons en électrons. Rendement, capacité de stockage. Si on a un regard aujourd'hui à l'échelle de la ferme, est-ce que cette comparaison, on peut la faire? L'analyse à l'échelle de la ferme est encore un peu prématurée. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est face à des technologies émergentes. Pas pour la photosynthèse, encore que quand on regarde ce que l'on fait des produits de la photosynthèse, on a eu des premières vagues sur les carburants de première génération, les carburants de deuxième génération, et on voit toute une évolution autour de ça, mais c'est presque là que les technologies sont les plus matures. Sur la question de photovoltaïque, et M. Davico en parlera tout à l'heure, on est clairement sur des technologies très émergentes. Les projets les plus avancés, ils ont 10 ans, et quand vous regardez la vitesse de progrès, ne serait-ce que sur les cellules photovoltaïques, on a en l'espace de 15 ans un rendement qui a été plus que multiplié par 2. C'est totalement émergent. Donc c'est un peu compliqué de déjà donner une sanction sur ce qui est le plus efficace à l'échelle de l'exploitation agricole. Mais mon analyse, c'est qu'en fait, la transition qui se passe entre les énergies disponibles aujourd'hui, qui sont des énergies qui partent de très gros nœuds de production pour les distribuer, versus ce que l'on va avoir, c'est complètement l'opposé. À savoir qu'on a des énergies qui sont très distribuées et qu'on va concentrer progressivement, soit pour alimenter des villes, c'est-à-dire des gros nœuds de consommation, soit pour alimenter des lieux énergétiques intermédiaires. Et ne jamais oublier qu'au milieu de tout ça, il y a le défi qu'on doit aussi relever, puisqu'on est sur le salon d'agriculture, qui est le défi alimentaire. Et donc, on ouvre le champ où l'exploitation agricole, elle se retrouve à être un acteur de la production de biomasse alimentaire et non alimentaire, et d'autres services dans la dimension énergétique. Troisième question, est-ce que l'autonomie à la ferme, l'autonomie énergétique à la ferme, doit être visée? Je suis pas... En fait, on peut réfléchir à la question de la souveraineté énergétique comme on réfléchit à la question de la souveraineté alimentaire.
Mais il ne faut pas tomber de l'autre côté du cheval en se disant souveraineté égale autonomie, voire autarcie. Si dans l'évolution des technologies, à l'échelle de l'exploitation ou à l'échelle du groupe d'exploitation, il y a des leviers qui permettent à ces groupes-là d'être autonomes et d'atteindre quasiment une indépendance vis-à-vis des réseaux autour, pourquoi pas, mais ça ne doit pas être la clé d'entrée. Mais ça dépendra énormément du contexte dans lequel on est. L'exemple des développements insulaires, l'île Maurice par exemple, peut avoir une logique compte tenu de la difficulté de construire des réseaux, d'avoir des autonomies locales très fortes. Et ça existe déjà dans certains lieux dans les Antilles. Alors que sur un milieu qui est très alimenté, ce n'est pas forcément l'obligation. Par contre, ça peut conduire à d'autres organisations collectives dans des territoires agricoles. Et ce qui fait que la transition qui est en cours qui est initiée en fait par la question du changement climatique, mais où on voit bien que c'est autre chose qui se joue, en fait va conduire à des innovations organisationnelles au même titre que les innovations biotechniques. En fait, ça revient à s'interroger sur ce que signifie le mot agriculture. On résume souvent agriculture à la production de biomasse. Non, agriculture, c'est cultiver la gerre. Voilà. Et donc, en cultivant la gerre, on fait des tas d'autres choses. On produit de la biomasse, mais on fait des tas d'autres choses. Merci. André, à l'échelle de votre ferme, comment vous approchez justement cette notion d'autonomie ? Donc l'autonomie, on va avoir cet objectif-là, mais je pense qu'il ne faut pas en rester là. Il faut être plus ambitieux que ça, il faut aussi en produire donc, pour d'autres. Donc moi, ce qui me semble le plus important, c'est de rappeler ce qu'est l'agrivoltaïque. On va, sur la même surface, continuer à produire donc, des biens alimentaires pour s'alimenter, nous, tout en produisant aussi de l'électricité. Et on mange tous les jours, et tous les jours, on a besoin d'électricité. Donc de faire ça sur les mêmes surfaces, c'est très cohérent, c'est motivant comme projet, et donc il faut arriver à faire divers types de projets agrivoltaïques. Pour ma part, donc, on s'occupe donc plus avec l'élevage des moutons sous les panneaux, et c'est très complémentaire, et les animaux s'en trouvent très bien. D'où est partie l'idée de créer Ombrea ? Alors, Ombrea, c'est une société qui existe depuis 2016. Et donc, j'ai été exploitant agricole pendant 30 ans. Et en 2016, j'ai subi un événement climatique relativement fort parce que j'ai perdu une partie de ma production. Et c'est à partir de là que nous avons eu l'idée, on a créé Ombrea pour répondre justement à ces problématiques climatiques. Donc, Ombrea, c'est une start-up qui est basée au Technopole de l'Arbois à Aix-en-Provence. Qui compte 45 collaborateurs et qui est spécialisé justement dans le développement, le design et l'exploitation, enfin le pilotage des centrales agrivoltaïques dynamiques. J'insiste sur le mot dynamique, une centrale doit être pilotée, un système doit être piloté et nous sommes des experts justement du pilotage, de toute l'intelligence qu'il va y avoir derrière ce pilotage. Parce que vous considérez aujourd'hui que pour relever les équations liées justement à la production d'énergie, c'est l'intelligence, peut-être l'intelligence artificielle demain, qui doit optimiser le fonctionnement ? Alors déjà, une chose essentielle, c'est qu'on doit accorder la priorité à l'agriculture. Un système agrivoltaïque doit être orienté vers la production agronomique avant tout, ou la production d'énergie qui va venir en support. Et pour avoir une production agronomique qui se tienne, qui puisse être optimisée, il faut avoir des systèmes intelligents, donc avoir beaucoup de références. C'est ce que nous avons chez Ombrea. Nous avons des références depuis 2017, donc des sites qui fonctionnent déjà depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de saisons. Nous avons montré qu'on peut avoir, quand les systèmes sont intelligents et qui sont bien conçus, on peut avoir des augmentations de rendement avec un aspect très fort sur la qualité. Donc, essentiellement, donc, nous devons avoir une priorité à l'agriculture. D'accord. Vous ne souhaitez pas dégrader le rendement à cause des systèmes ? Alors non, enfin, c'est la position d'Ombrea. Ombrea, non, on n'est pas là pour dégrader les rendements, au contraire. Oui. Je confirme effectivement que à l'ombre des panneaux, la prairie est plus productive, résistera mieux aux épisodes de sécheresse, de forte chaleur, et donc on améliore la production agricole tout en ayant la production d'électricité. Alors c'est vrai que vous travaillez beaucoup sur la notion de création de microclimat ? Tout à fait, je rebondis aussi sur ce que disait André. Les panneaux permettent d'avoir une modification du climat, microclimat, en termes de température, que ce soit la température de l'air ou la température du sol, que ce soit en termes d'hygrométrie.
Et ça permet aussi d'avoir une meilleure résistance, on parlait tout à l'heure du changement climatique, à la sécheresse en particulier, c'est-à-dire que la prairie, si on parle de la prairie, va pouvoir avoir une productivité qui sera améliorée parce qu'elle sera moins soumise à des stress hydriques ou des stress thermiques du fait de ce microclimat créé par la présence de panneaux photovoltaïques. Alors, Christian, oui, André. Mais comme le disait Christian, on a des essais à faire, des expérimentations avec les diverses espèces qui se comporteront encore mieux dans ces conditions-là. Et ça, c'est intéressant comme projet, quoi. On fait de l'expérimentation, on mesure des choses et ensuite on peut en parler, en développer. Microclimat dans le futur, essayer de créer justement, de protéger les cultures, c'est valable pour toutes les cultures, certaines en particulier. Comment vous voyez la chose? Mais en fait, non, c'est le besoin que l'on a, et je rejoins complètement ce qui a été dit, il faut maintenir la production agricole et voir comment on a d'autres productions supplémentaires, voire on améliore la production agricole. En fait, il y a des effets, des très très grandes différences entre les espèces sur leur réaction à l'intensité lumineuse et leur réaction à l'ombrage. Et la raison pour laquelle on arrive, dans le cas des prairies, à augmenter en fait, la production, c'est parce qu'en fait, on fait baisser, par l'ombrage, on fait baisser l'évapotranspiration. Et comme on a maintenu la totalité de l'eau disponible, parce que les panneaux, ils évaporent pas, donc on a plus d'eau disponible pour une évapotranspiration plus basse, et donc on arrive à maintenir une production pendant plus longtemps. Ça marche très bien sur une question comme une prairie, où en fait, on a une relation quasiment linéaire entre ce qu'on produit et la photosynthèse interceptée, conditionnée par la capacité que la plante a à maintenir son activité, donc son alimentation hydrique. Mais après, ça va varier beaucoup. Les espèces ne réagissent pas tous de la même façon à l'ombrage. Vous avez des espèces en C3 et des espèces en C4 qui ne vont pas réagir de la même façon. Selon que l'espèce, vous la récoltez dans sa dimension végétale versus la partie reproduction, donc le grain, et entre les deux, il y a les fruits, ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, systématiquement, on a besoin d'avoir des logiques de modélisation, ce à quoi Ombrea contribue, des logiques de modélisation par espèce. Et c'est le travail que l'on va conduire dans le cadre d'un pôle national de recherche qu'on met en place pour justement mutualiser tous ces éléments-là. C'est basé sur le fait que en fait, tout ça fonctionne parce qu'il y a un bilan radiatif qui se construit et où on répartit le rayonnement disponible entre différentes utilisations. André. C'est pour cette raison qu'on va préférer effectivement les trackers. Donc c'est le minimum de pilotage qu'on aura besoin, y compris donc pour les prairies, pour aller sur des pilotages beaucoup plus sophistiqués pour d'autres productions alimentaires. Alors c'est marrant parce qu'il y a une dizaine d'années, on n'y pensait pas comme ça, couvrir les cultures ombrées. C'est le réchauffement climatique qui l'a amené, c'est le coût de l'énergie, c'est quoi? Et tous ces objectifs-là, effectivement, le changement climatique, on a pris conscience de deux choses. On a pris conscience effectivement que la température augmente. Et en fait, au-delà de l'augmentation, vous avez une augmentation des aléas interannuels qui sont plus compliqués à gérer en fait, que la tendance de fond, au moins sur les 20 prochaines années. Le deuxième élément, c'est quand même la prise de conscience du fait que la cause première du réchauffement climatique, c'est l'activité anthropique, donc l'activité humaine qui conduit à des émissions de gaz à effet de serre. Émissions de gaz à effet de serre qui sont pour une part liées à des utilisations d'énergie fossile qui vont provoquer des dégagements de CO2 et pour une autre part, et c'est le vrai problème de l'agriculture mais qui ne sera pas résolu par ça, c'est les problématiques de protoxyde d'azote qui sont directement, eux, proportionnelles au niveau de fertilisation. Donc il y a une prise de conscience de l'impact, il y a une prise de conscience de la responsabilité et le croisement entre ça conduit à dire quelles sont les technologies qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre en ayant des substitutions à l'énergie fossile et d'autre part de créer les conditions qui permettent de maintenir au mieux la fonction de production agricole. On arrive à cette innovation-là, qui est cette hybridation, que vous pouvez résumer en fait dans la trajectoire agricole par l'augmentation du Land Equivalent Ratio. C'est un sujet que les agronomes connaissent. Qu'est-ce qu'on produit par unité de surface? Si vous prenez la référence d'une culture, est-ce que vous êtes capable d'aller plus loin? On est capable d'aller plus loin en mélangeant des espèces, en allongeant les périodes de culture, et puis en rajoutant une autre fonction de production qui est là des panneaux. Et comme le disait Christian, il faut effectivement réussir à piloter ça. Et en fait, les technologies qu'on a, les technologies vont évoluer énormément dans les années qui viennent par la connaissance et par l'offre technologique. Oui, André. Si capter beaucoup plus de carbone dans ces conditions-là. Ouais. Alors, Christian, c'est des technologies très complexes ou c'est assez simple? On a besoin de connaître donc, les plantes, leurs besoins en lumière, de savoir d'où vient le rayonnement et de mettre les panneaux en fonction.
Alors, c'est apparemment simple, mais très complexe. Par exemple, chez Ombrea, on a 40 protocoles différents sur 40 variétés différentes. Et même, si on prend l'exemple de la viticulture, en fonction des cépages, on va avoir un protocole de pilotage qui sera différent. Donc, il faut s'adapter au lieu géographique. On ne fera pas le même pilotage sur la Nouvelle-Aquitaine qu'en région sud. Donc voilà, c'est des programmes qui sont très complexes, qui demandent beaucoup de recherche, beaucoup de patience. Il faut du temps pour expérimenter, valider des protocoles et aller vers une diffusion en masse après derrière. Donc j'insiste sur la complexité du pilotage. Oui. Toute dernière question, et souhaite répondre qui veut. Est-ce que demain, on va être capable de produire de l'hydrogène avec les panneaux photovoltaïques qui seront certainement sur les cultures aussi? Est-ce qu'on peut utiliser l'électricité pour produire d'autres sources d'énergie? Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire fonctionner votre micro-ondes et vous pouvez utiliser des tas de choses. Mais il y a une histoire de rendement. Et... En fait, systématiquement, on n'a pas encore trouvé beaucoup de machines qui fonctionnent avec un rendement de 1. Voilà, donc, il y a des processus qui sont à rendement faible et il y en a d'autres qui sont à rendement plus élevé. Et que plus vous allez augmenter le nombre d'étapes, plus c'est compliqué. Mais en fait, donc on va utiliser... Il y aura une partie du courant qu'on va produire, qu'on va réinjecter dans des réseaux. Il y a une partie qui va être utilisée en direct. On va avoir des formes de stockage. Effectivement, il y a l'hydrogène, il y a des carburants, d'autres carburants de synthèse. Il y a même des gens qui travaillent aujourd'hui sur le moteur à ammoniac, qui est une technologie aussi nouvelle. Et à partir du moment où vous avez de l'énergie que vous pouvez injecter là-dedans, c'est possible. Il y a l'étape intermédiaire qui est la question du stockage. On est pour moi au début d'un moment où on change beaucoup, mais vous pouvez aussi vous poser la question de savoir si la vision que nous avons de la consommation d'énergie, elle restera toujours pareille. En fait, aujourd'hui, on est dans une société qui considère que l'énergie, elle est disponible tout le temps. Vous appuyez sur un bouton, la lumière s'allume. Mais si vous remontez 60 ans en arrière ou 70 ans en arrière, ce n'était pas la règle. Qu'est-ce qui nous dit que dans 70 ans, la règle sera encore celle d'aujourd'hui ? Je ne prendrai pas les paris Jean-Paul, mais dans 70 ans, on se retrouvera pour en parler. Je l'espère. Aude, vous souhaitiez réagir ? Simplement pour préciser un peu les choses, en termes d'hydrogène, il faut savoir que le prix de l'hydrogène qu'on va pouvoir vendre, il va être lié à entre 50 et 70% au prix de l'électricité qui va rentrer pour le fabriquer. Et donc aujourd'hui, les centrales agrivoltaïques, donc sur terre agricole, en double production agricole et énergétique, ils ne sont pas pensés pour une optimisation uniquement de la production énergétique et donc un coût énergétique assez faible, mais pour cette symbiose entre la production agricole et la production énergétique. Et de ce fait, aujourd'hui, le prix de l'électricité de ces centrales n'est pas forcément compétitif pour pouvoir fabriquer de l'hydrogène qui, derrière, sera un prix abordable. Donc ça, c'est un premier élément. Et le second, c'est qu'aujourd'hui aussi, pour l'utilisation de l'hydrogène, il faut qu'on se trouve au plus proche des utilisateurs finaux et donc près des axes de transport, près des zones d'activité. Et dans la logique des centrales agrivoltaïques qu'on construit, on est plutôt dans des zones où on va essayer de respecter l'insertion paysagère et donc d'être en retrait de ces zones. Donc voilà, ça fait deux éléments qu'il faut prendre en compte dans cette réflexion pour... Oui, André, mais juste pour finir. L'hydrogène sera aussi quand même un moyen de stocker de l'énergie. Et ça, c'est à bien prendre en compte, c'est très important, puisqu'on sait qu'on a une limite avec l'électricité, c'est le stockage. Et au moment où on a des surplus, il faut le transformer donc en hydrogène. Et alors pour nous, agriculteurs, il y a un autre défi, c'est demain, avec quelle énergie on fera tourner nos tracteurs, puisqu'elle est là, la plus grosse consommation d'énergie sur l'agriculture, avec toutes les conséquences donc, sur les prix des produits agricoles. Donc, est-ce que ce sera donc, avec du gaz? Est-ce que ce sera donc, avec l'hydrogène? Ou est-ce que ce sera avec de l'électricité? Donc, pour moi, il faut écarter aucune des solutions. Il faut pousser toutes les solutions, tout en continuant à tourner avec le pétrole. Mais il faut, dès à présent, donc, expérimenter toutes ces voies. Bon, André Delpech, Christian Davico, Christian Huyghe et Aude Agenis Nevers, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de cette question et merci à vous.